Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Catherine Spindler, qui est directrice de la marque Lacoste. La fondation Lacoste fête ses 15 ans. Comment la marque au crocodile s'engage pour la jeunesse et l'éducation par le sport dans une vingtaine de pays. C'est ce qu'on va découvrir juste après ces titres. Notre débat, il pose sur l'avenir de l'hydrogène vert à l'occasion du salon Evolution. Vous verrez notamment quels sont les projets et les actions d'Air Liquide dans le secteur des poids lourds et de l'aéronautique. Et puis on boit de la bière dans Smart Ideas. Enfin, on va surtout recycler les résidus de la filière pour en faire des gâteaux. Vous verrez. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Les 15 ans de la fondation Lacoste. Pour en parler, j'accueille donc Catherine Spindler. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directrice de la marque Lacoste. On va détailler les actions, les projets de la fondation. Mais peut-être pour commencer, la démarche RSE de Lacoste, qui est résumée en une formule, la durable élégance. Ça se traduit comment en termes d'engagement? On va commencer par les engagements environnementaux. Alors effectivement, la durable élégance, en fait, c'est notre politique RSE qui a vraiment 2 dimensions et 2 piliers. Donc la fondation dont nous allons nous parler. Ouais. Et effectivement, sur la partie environnementale, là, on est beaucoup plus engagé sur tout ce qui va être circularité. Et avec un enjeu majeur, prioritaire, qui est d'abord la durabilité de nos produits, alors qui est, on va dire, j'allais dire presque dans les gènes de l'entreprise depuis l'origine. L'entreprise et la marque vont avoir 90 ans en 2023. René Lacoste, qui est à l'origine de cette marque, a toujours été extrêmement tourné vers la durabilité des produits. Donc aujourd'hui, en fait, on a surtout des programmes pour travailler autour de nos matières premières et d'améliorer, et on a cesse d'améliorer en fait la durée de vie de nos produits, en particulier de nos pièces iconiques comme le polo. Ouais. Et ensuite, la circularité, elle s'exprime comment ? La circularité, en fait, elle va s'exprimer de différentes manières. Alors, à la fois avec des projets qui vont nous permettre de récupérer des pièces que nous remettons pour une partie, en tout cas, en service, dont notamment avec les associations avec lesquelles nous travaillons à travers la Fondation. Donc, on a, par exemple, l'année dernière, en fait, développé tout un programme Give for Good, où, en fait, quand vous commandiez, en fait, sur le site Lacoste, vous receviez donc votre colis, et vous aviez ensuite, tout était préparé, un système pré-imprimé avec donc un système d'étiquettes prépayées. Et les produits que vous souhaitiez, en fait, remettre en circulation pouvaient repartir immédiatement dans ce colis, et l'étiquette pré-imprimée et prépayée repartait directement aux associations partenaires. Donc c'est le type d'initiative que nous faisons. Ensuite, il y a une partie des produits en fait que nous recollectons qui nous permettent là plutôt de faire de la démarche en fait plutôt industrielle justement de recycling. Donc aujourd'hui en fait, on est amené à faire des développements alors sur des volumétries encore qui sont relativement limitées, mais par exemple des polos totalement recyclés avec des chutes de polos. Mais en fait, ce sont donc vous récupérez des chutes et vous faites des polos. Et en fait, on refait des polos. Ouais. On a fait également des sacs avec nos chutes de polos. Et ensuite, on utilise une partie donc de ces produits que nous récupérons pour la travailler industriellement sur des techniques en fait de recyclage avec des produits qui sont plus ou moins simples en fait à recycler. Donc, on a beaucoup travaillé autour du polo. Il y a des choses qui sont plus complexes, pour être très honnête, autour notamment de la catégorie footwear, parce qu'il y a des parties en fait de nos produits chaussures qui sont un peu plus complexes à recycler. Ouais. Mais on a donc pas mal d'équipes qui travaillent en fait sur ces enjeux-là. Il y a un budget de recherche et développement pour progresser et que la part effectivement devienne plus importante. La Fondation Lacoste, donc créée en 2006, 200 projets portés par 50 associations réparties dans 22 pays, plus de 100 000 jeunes d'ores et déjà aidés. Déjà, ça ne doit pas être si simple. Comment vous choisissez les associations puisque vous êtes dans 22 pays, il y a l'ambition d'aller dans plus de pays encore dans les années à venir, mais ça veut dire quoi? Vous êtes aidé localement? Comment vous choisissez les associations? Alors, effectivement, donc on a, d'abord, cette fondation qui existe depuis 15 ans, qui a des statuts, parce que c'est une fondation qui est en fait sous l'égide de la Fondation de France. Donc, ça, c'est déjà un premier point, parce que ça apporte un point en fait de cadrage. Donc, on a beaucoup de candidatures en fait par rapport à la nature de projet que nous avons engagé dans le cadre donc il y a des statuts de cette fondation. Donc, on a beaucoup de candidatures qui nous arrivent en général des pays où
où nous opérons d'un point de vue activité commerciale. Donc ça transite en général comme ça. Et en fait, nous les sélectionnons à partir du moment où, premièrement, ils rentrent donc dans le cadre de nos statuts, à savoir s'adresser à des jeunes entre 6 à 21 ans. Ça fait partie en tout cas des natures de projets que nous souhaitons accompagner, puisque l'objectif en fait de la Fondation est de travailler sur 2 dimensions, développement personnel par le sport et ensuite insertion professionnelle. Donc il faut déjà que les projets en tant que tels soient dans ce cadre-là. Ensuite que ces jeunes qui ont entre 6 et 21 ans répondent à des critères soit de vulnérabilité par rapport à leur lieu de vie, par rapport à leur environnement, ou soit d'handicap. C'est là aussi un deuxième élément en fait de critères. Et ensuite, c'est la nature même ensuite des programmes proposés par les associations ensuite avec lesquelles nous devenons partenaires. 22 pays, dont la France. Vous menez des actions, je crois, notamment avec les apprentis d'Auteuil. Oui. Vous faites quoi avec eux? Alors, on a un certain nombre en fait donc d'ateliers. Alors, on a 2 natures de sujets en fait avec les apprentis d'Auteuil. On a donc tout un travail autour du développement là aussi par des activités d'apprentissage sportif. Ouais. Et ensuite, on a du mécénat de compétences. Donc, du mécénat de compétences, c'est-à-dire que nous avons des propres collaborateurs qui accompagnent en fait des jeunes. Et quand on parle d'accompagnement, c'est sur une année. Donc, c'est pas un accompagnement de quelques heures dans la découverte de nos métiers, dans même de l'onboarding dans certains cas en fait, dans notre propre entreprise sur une période. Donc, il y a des apprentis d'Auteuil qui ont été embauchés, qui sont maintenant salariés de la Côte. Qui font une. Pour l'instant, on n'a pas eu encore de personnes embauchées de manière permanente, mais par contre, qui sont venues en fait pendant une année et qui sont accompagnées pendant une année dans la découverte des activités. D'accord. Voilà, c'est donc le type d'activité que nous pouvons développer, le type de programme que nous pouvons développer. Un exemple français, je vais en prendre un autre au Brésil qui parle à mon cœur de supporter du Paris Saint-Germain, puisque c'est Rai qui a été élu d'ailleurs par les supporters du PSG meilleur joueur de l'histoire du club. Bref, mais je ferme la parenthèse. Rai qui vous a contacté, comment ça s'est passé et quel type d'action vous menez là-bas? Alors, c'est une assez vieille histoire déjà, puisque ça fait très longtemps que nous sommes engagés effectivement avec Gold Eletra, qui est donc son association. Donc, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années en fait que nous supportons cette association. C'est un de nos plus gros programmes d'ailleurs. Donc, nous accompagnons en fait là pour le coup des enfants plutôt en assez bas âge sur du développement autour donc de l'apprentissage en fait de sport et notamment en fait de 5 sports en fait. Pas que du football. Non, pas que du football, effectivement, mais donc il y a 5 activités sportives. Et la base du programme, par ailleurs, c'est vraiment, en fait, avant même la pratique sportive, c'est tout un encadrement et une pédagogie sur les valeurs du sport. Et pour commencer à mettre en perspective chez ces jeunes qui sont vraiment issus donc des favelas, qui sont quand même issus de milieux assez défavorisés, c'est d'avoir un vrai discours qui s'instaure entre ces jeunes, des animateurs, des accompagnateurs qui vont mettre en perspective combien, s'ils se lancent dans le sport, avant même de le pratiquer, mais déjà comprendre cette mécanique-là, ça va leur donner une forme de confiance en eux, ça va leur donner aussi un but. Et comment, en fait, progressivement, l'objectif, ça n'est pas d'en faire des sportifs de haut niveau, mais c'est leur donner cette mécanique de comprendre comment, quand on s'accroche dans la vie, quand on développe, on va dire, un certain sens de la ténacité, de l'engagement, du courage, comment, en fait, ça peut donner aussi des voies pour justement, en fait, s'en sortir et puis mener son chemin. C'est pour ça que je lis souvent, en fait, notre action en disant, on démarre en général assez jeune, sur des programmes avec des enfants assez jeunes, par le sport, parce que c'est la chose la plus facile qui soit pour nous, vu nos origines, et puis on croit beaucoup aux valeurs du sport. Mais l'objectif, c'est toujours avec cette finalité de se dire, un jour, ça va leur servir dans leur insertion dans la vie professionnelle ou dans la vie d'adulte. Et c'est vraiment avec cette perspective-là. Vous êtes donc, je le disais, dans une vingtaine de pays, 22 pays, avec l'ambition d'en ouvrir d'autres, je mets des guillemets. Comment ça va se passer là aussi? C'est en fonction des associations qui vous ont contacté ou que vous avez envie d'aider? Alors, en fait, ce qu'on veut, donc aujourd'hui, on est dans 22 pays. Or, la marque est présente elle-même dans beaucoup plus de pays. Et donc, on veut aller, en fait, sur des pays où nous sommes déjà présents en tant en fait, que marque et avec notre entreprise. Donc, ça pourrait monter à combien de pays? Au moins déjà une quinzaine, là, dans les 5 prochaines années. Une quinzaine supplémentaire, exactement. Okay. 15 nouveaux pays. Probablement une centaine de programmes au total supplémentaires.
ce qui est quand même assez considérable. Et la raison pour laquelle on veut être dans des pays où nous opérons et où nous avons en fait donc déjà des bureaux et des équipes, c'est parce qu'en fait on veut lier de plus en plus les programmes en fait que nous accompagnons à travers la Fondation avec un engagement de nos collaborateurs. Oui, quand vous parliez de mécénat de compétences, ça se relie. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'on veut quand même faire ça aussi à proximité et dans des pays où nous avons des équipes pour pouvoir justement en fait connecter ces deux mondes-là et véritablement que nos actions à travers la Fondation soient aussi l'occasion pour les collaborateurs qui le souhaitent de pouvoir s'engager dans certains des programmes. Merci beaucoup, merci Catherine Spindler, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat RSE, l'hydrogène vert. L'hydrogène vert au menu de ce débat dans Smart Impact. Je vous présente mes invités. Cécilia Fouvry-Renzi, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice des activités hydrogène énergie pour l'Europe du Sud-Ouest chez Air Liquide. À vos côtés, Florence Rousson-Monpeau, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Merci. Directrice de la division Green Tech de GL Events qui organise ce salon Evolution qui se tient là les 27 et 28 octobre. C'est quoi? C'est le grand rendez-vous de l'hydrogène en quelque sorte? Absolument. Evolution, c'est le grand rendez-vous de l'hydrogène. Pour la première fois en Europe, nous accueillerons 220 entreprises, exposants et marques sur le salon qui vont présenter toutes les solutions hydrogène à destination de tous les usages. Industrie, mobilité, énergie. Donc on est ravis effectivement du développement de cette manifestation chez GL Events et au sein de notre division Green Tech qui est spécialisée sur l'organisation d'événements dans le développement durable et dans l'environnement. C'est un salon qui n'avait jamais eu lieu en Europe, qui avait pu se tenir, ou des équivalents ailleurs sur la planète? Alors c'est un salon qui est né à Paris, qui est né en France, qui est un salon qui émane du coup d'une réflexion de GL Events qui a été conduite avec les acteurs sectoriels et notamment France Hydrogène qui organise du coup cette manifestation avec nous parce qu'on a senti il y a 6 ans qu'il y avait une thématique qui était en train d'émerger, innovante, structurante pour l'activité industrielle française. Et ce qui nous intéresse au sein de GL Events, c'est de pouvoir du coup avoir des événements professionnels qui sont porteurs de solutions, d'innovation et de valorisation d'éléments de structuration pour les filières en développement. Oui, alors justement, et on va parler de ce que ça représente pour Air Liquide. D'ores et déjà aujourd'hui, c'est 10% des revenus d'Air Liquide, 2 milliards d'euros par an, avec un objectif 2035, tripler le chiffre d'affaires hydrogène, donc passer à 6 milliards d'euros par an. Cécilia Fouvry-Renzi, pourquoi, pour vous, c'est une pierre angulaire de la transition énergétique, l'hydrogène? Tout à fait. Nous sommes vraiment convaincus que l'hydrogène va être clé pour décarboniser notre société. Il ne pourra pas tout faire, l'hydrogène, mais sans hydrogène, on ne pourra pas construire ensemble une économie, une société sans carbone. C'est pour ça que nous sommes fiers d'être sponsors du Salon Evolution, parce que ça va être vraiment un carrefour dans lequel tous les acteurs publics et privés, ils auront l'occasion d'échanger, parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment fédérer, travailler ensemble pour développer cette filière. Ouais, c'est une filière qui existe, mais qui est en train de se structurer. Vous la voyez vraiment grandir? Tout à fait. Air Liquide travaille sur l'hydrogène depuis plus de 50 ans. C'est une des technologies et des procédés classiques de nos métiers pour accompagner donc les processus industriels. Mais depuis 10-15 ans, on travaille vraiment pour développer l'hydrogène comme vecteur d'énergie pour décarboner l'industrie et la société. Et nous sommes vraiment convaincus qu'il va être clé et sans hydrogène, on ne pourra pas décarboner. Oui, alors avec évidemment cette notion d'hydrogène vert pour progresser face à cet objectif. J'ai vu que Air Liquide investissait beaucoup dans des start-up. Ça, c'est un axe stratégique pour vous? Tout à fait. Aujourd'hui, comme je disais, il faut vraiment fédérer les acteurs. Aujourd'hui, on a démontré dans les 10-15 années que les technologies existent. On a beaucoup travaillé avec des start-up et des centres de recherche pour démontrer la faisabilité de développer cette filière. Aujourd'hui, la prochaine étape pour réussir à développer la filière et décarboner nos sociétés, c'est changer d'échelle, vraiment massifier, augmenter la taille de nos écosystèmes, que ce soit dans la production, la distribution et les usages finaux. Et donc, on a besoin vraiment de fédérer la recherche, les start-up, les acteurs publics et privés. Il faut vraiment donner cet élan tous ensemble. Et c'est aussi l'objectif de ce salon, Florence Rousson-Monpeau. C'est quoi, si on dézoome un peu pour essayer de prendre conscience du marché, des usages de l'hydrogène, c'est quoi les usages aujourd'hui? Et puis surtout,
les perspectives qui s'ouvrent, c'est ça qui nous intéresse. Alors effectivement, je crois que ce sont les perspectives qui sont effectivement intéressantes de regarder. Quand on constate ce que France Hydrogène pose comme schéma et comme trajectoire aujourd'hui, on parle de 680 000 tonnes d'hydrogène produites à échéance 2030, avec des enjeux forts et une redistribution à 70% sur l'industrie, 23% sur la mobilité et 7% sur l'énergie. C'est potentiellement plus de 50 000 emplois qui vont être créés. Je crois qu'on est dans des enjeux aussi de réindustrialisation de nos territoires. On a la chance aujourd'hui, et on le voit avec des partenaires comme Air Liquide qui sont très performants, d'avoir de la compétence, de l'expertise au niveau du territoire. Il manquait le volet financement-investissement. Les annonces du président de la République récentes, je pense, apportent beaucoup de réassurance au niveau de la filière, puisqu'on parle d'un plan d'investissement de plus de 7 milliards à échéance de 10 ans. Oui. Alors ça, c'est le plan France 2030 qui a été annoncé la semaine dernière. Pourquoi l'engagement de l'État est essentiel ? Parce qu'on a besoin aujourd'hui de pouvoir, et Cécilia l'évoquait, réinvestir et du coup travailler sur la massification de l'hydrogène pour qu'on puisse du coup la démocratiser et en déployer du coup les usages. C'est le rôle aussi du coup du salon de pouvoir porter ces sujets et de pouvoir avoir un événement qui soit aussi incubateur, fédérateur et qui du coup profite et permette de déployer de nouvelles synergies. Ça rend le salon plus attractif aussi d'être dans la foulée d'un plan comme celui-là. Non mais c'est pas neutre. Hein. Ah mais exactement, mais ça veut dire qu'il y a une réalité. Vous savez, un événement n'existe que s'il y a une réalité, un écosystème politique, économique. Aujourd'hui, on se réjouit chez GL Events de pouvoir accompagner cette filière qui va devenir une filière d'expertise. C'est une énergie d'avenir, donc on est très heureux de pouvoir ouvrir et tenir cette manifestation la semaine prochaine sur Paris. Si on se projette un peu dans l'avenir, je reste avec vous. Vous disiez, les chiffres, c'était plus de 70% l'industrie, la mobilité... 23%. Et ça pourrait représenter... Est-ce que c'est notamment dans ce secteur-là qu'il y a des potentiels de développement pour l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert ? Il y a des potentiels effectivement de développement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mobilité lourde et du coup, Cécilia, on va en parler dans un beaucoup mieux que moi. Mais quand on parle des 680 000 tonnes, on parle de 100 trains, je crois de mémoire, de plus de 300 000 véhicules. Donc on va rentrer effectivement dans des volumes qui vont du coup être intéressants et qui vont pouvoir permettre de se déployer effectivement plus rapidement. Alors effectivement, les poids lourds, Cécilia Fouvrier-Renzi, vous venez de signer un accord avec Faurecia pour produire quoi ? Donc effectivement, on a signé un accord pour pouvoir développer des réservoirs cryogéniques. Des réservoirs cryogéniques. Tout à fait. Donc l'objectif final, est vraiment pour lequel on croit que l'hydrogène va être clé, c'est la décarbonation de l'industrie et la décarbonation du transport. Comme vous disiez, si on se projette en 2050, on considère que 20% des véhicules ils seront tractés en utilisant de l'hydrogène, d'où l'importance vraiment de massifier et développer cette filière, en particulier dans les filières qui vont nécessiter beaucoup d'énergie, qui donc sont les poids lourds, les trains, et en futur, tout ce qui est aviation et maritime. L'aviation, on va en parler, mais si je reste sur cet accord avec Faurecia, c'est une technologie qui existe déjà, c'est une technologie qu'il faut mettre au point. Vous en êtes où du développement ? Tout à fait. Comme je disais, la technologie existe déjà. Depuis 40 ans, on travaille avec... les programmes spatiaux Ariane pour l'utilisation de l'hydrogène à très basse température pour la propulsion donc, dans l'espace. Et donc, c'est cette technologie qui existe. Il suffit de miniaturiser en quelque sorte. Qu'on souhaite développer pour pouvoir la massifier avec des acteurs clés comme Faurecia qui sont dans l'industrialisation et donc dans l'industrialisation de certaines régions en France dans lesquelles on va permettre donc de recréer de l'emploi et de réindustrialiser la France. Je repose ma question, je suis un peu têtu. En plus, c'est une question de curieux vraiment. Quand on a un réservoir pour Ariane, pour un lanceur, il suffit de miniaturiser et c'est la même technologie pour un poids lourd. Ou c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça ? Non, les technologies sont les mêmes, les compétences techniques sont les mêmes. Après, les enjeux sont différents, mais effectivement, on se base exactement sur les mêmes compétences et les mêmes expertises. Alors justement, sur la partie aérienne, on va dire aéroportuaire, Air Liquide vient de s'associer avec plusieurs grands groupes. Lesquels et pour faire quoi ? Tout à fait. Donc, on a annoncé dans les mois passés donc, une collaboration avec Vinci Aéroport et Airbus, effectivement, pour développer l'utilisation de l'hydrogène dans l'écosystème aéroportuaire. Et en parallèle aussi, donc, on a annoncé un partenariat avec les aéroports de Paris et toujours avec Airbus dans les mêmes objectifs de développer donc l'infrastructure autour des aéroports avec l'annonce d'Airbus d'avoir les premiers avions utilisant l'hydrogène de façon commerciale en 2035. On doit se mettre dès maintenant pour pouvoir donc transformer les écosystèmes aéroportuaires, commencer à accueillir l'hydrogène
Dans une première phase, ce sera de l'hydrogène gazeux et après, donc, préparer l'arrivée de l'hydrogène liquide et la distribution de l'hydrogène liquide. Bon, donc là, c'est vraiment des infrastructures dont on parle. C'est quoi, les entrepôts pour, pardon, hein, mais je pose des questions de béotiens, mais pour accueillir les avions. J'entendais, on a fait une émission sur ce thème de l'avenir de l'aéronautique et je crois que les avions n'auront plus exactement la même forme. Ils seront peut-être un peu plus ventrus, si j'ose dire. Donc ça suppose vraiment beaucoup d'infrastructures différentes. Donc effectivement, il y a des modèles différents qu'Airbus est en train d'étudier avec des modèles classiques, des modèles un peu différents. Effectivement, après, les gros enjeux, c'est comment arriver à approvisionner les avions, approvisionner les réservoirs des avions. Et donc, effectivement, il y a toutes les infrastructures autour des aéroports qui doivent être réétudiées pour optimiser cette transformation. Florence Rousson-Montpont, il y a eu un engagement pris par l'IATA, le secteur de l'aéronautique, il y a quelques jours pour décarboner ce secteur d'activité. L'hydrogène va jouer un rôle majeur dans ce cadre-là. Quelle place les industries, les entreprises du secteur aéroportuaire tiennent dans un salon comme le vôtre? Est-ce qu'ils sont déjà très présents? Alors, ils sont présents. On les convie à venir rencontrer les acteurs fournisseurs de solutions technologiques sur le salon. Je crois que vous évoquiez tout à l'heure la notion de structuration et de construction d'une filière. C'est là où un événement professionnel prend tout son sens. C'est effectivement se créer l'opportunité de nouer des partenariats, créer de nouvelles synergies. On a à la fois, du coup, sur le salon, la valorisation de ces entreprises et de ces solutions, de ces innovations, mais on a aussi un programme de conférences. On a plus de 80 intervenants de haut niveau qui vont, du coup, à l'occasion de ces 2 journées, couvrir de nombreuses thématiques sur ces différents enjeux, effectivement. Et je crois que c'est important d'être dans cette vision prospective et de pouvoir, du coup, se donner du cap. L'hydrogène vert, ça représente quoi aujourd'hui sur le marché? C'est encore embryonnaire? C'est quelle part du marché? Alors, je ne suis pas ingénieure. C'est vrai que les experts en parleraient beaucoup mieux que moi, mais ce que je peux constater quand j'évoque effectivement ce genre de sujet avec les exposants présents sur la manifestation ou les experts avec lesquels on travaille, c'est que effectivement c'est encore embryonnaire. Par contre, c'est un cap qui est très clair, qui est donné, dans lequel je pense que tous ensemble on a envie de s'engager et on s'engage dans les échéances 2030-2050 qu'évoquait Cécile. Alors justement, c'est quoi les engagements d'Air Liquide en matière de décarbonation de la production d'hydrogène? Tout à fait. Pour réussir cette transition, il y a 2 enjeux clés. Donc, le premier enjeu, c'est de développer effectivement de l'hydrogène renouvelable. Air Liquide a annoncé au mois de mars l'investissement de 8 milliards d'euros d'ici 2035 pour déployer donc une filière hydrogène et bas carbone renouvelable et un engagement donc d'investir 3 gigas de production par électrolyse d'ici 2030 dans le monde. Donc, les enjeux, la technologie, elle existe? Les technologies, elles existent. Ouais. Et donc, on a elle existe, elle est fiable, pardon de vous interrompre. Tout à fait. Donc, effectivement, en 2015, on a démarré les premiers électrolyseurs d'1,5 MW en Danemark avec une technologie PEM. Au mois de janvier, on a démarré les plus grands électrolyseurs aujourd'hui dans le monde avec une technologie à membrane qui produit 20 MW. Et on a annoncé donc, dans les jours passés donc, la participation à 100% d'Air Liquide dans la société H2V Normandie qui va être rénovée, Air Liquide Normandie, dans lesquels donc l'ambition et les projets, c'est d'investir en électrolyseur de 200 MW pour pouvoir décarboner l'industrie et la mobilité dans les bassins en Normandie. Et ben voilà, merci beaucoup d'être venu présenter à la fois le salon Evolution et les projets et les actions d'Air Liquide en matière d'hydrogène et d'hydrogène vert. On passe tout de suite à Smart Ideas, une start-up à l'honneur. On va recycler les résidus des brasseries, vous allez voir. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Collecter et valoriser les résidus des brasseries, voilà ce dont on va parler tout de suite avec mon invité Benoît Sicilien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur des Drécheurs Urbains. C'est quoi une drèche? On va poser le décor déjà. Les brasseurs, quand ils font de la bière, ils mélangent de l'eau avec du malt. Et donc c'est le malt qu'on récupère à la fin de la journée de brassage, qu'on sèche et que du coup, nous, on transforme en farine. Ouais, donc ça, c'est l'idée de départ. Vous avez créé cette entreprise l'an dernier. Est-ce que c'est une filière, un métier qui existait ou est-ce que finalement, vous créez presque un nouveau métier? Oui, on crée un nouveau métier. On est des nouveaux meuniers au final. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de brasseries artisanales en France et notamment à Paris, on en a identifié une 50aine et c'est 3000 tonnes de drèches qui sont jetées chaque année. Donc on a décidé de créer une filière alimentaire pour transformer cette matière qui est riche en protéines, riche en fibres,
en un nouvel aliment durable et produit en ville. Donc quand on dit créer la filière, ça veut dire qu'il faut d'abord récupérer les résidus, donc c'est de la logistique, ça fait partie de la réflexion. Ensuite, vous dites on est des nouveaux meuniers, il faut transformer les drèches en farine, c'est quand même des investissements importants ça. Oui, alors il y a beaucoup d'investissements et de réflexion sur le projet. Donc nous, on a fait le choix de mettre en place une collecte à vélo aujourd'hui pour être en mobilité douce et donc du coup de diminuer notre impact environnemental. Parce que ça pèse pas forcément, c'est pas très lourd une drèche. C'est quand même assez volumineux. Quand on brasse 1000 litres de bière, on en récupère 300 kilos quand même. Et aujourd'hui, c'est à peu près la taille de la plupart des microbrasseries artisanales qu'on peut trouver sur le Grand Paris. Et on transforme cette matière du coup en farine avec un moulin à meule de pierre. Et on a eu des soutiens de financement public, notamment pour aider à l'investissement au départ. Quels obstacles vous avez dû lever quand on crée une filière comme ça? C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez encore qu'on rencontre encore en fait, parce que du coup on est sur un nouveau produit qu'il faut arriver à faire connaître et à dire que les gens puissent cuisiner avec cette nouvelle farine. Donc du coup l'accès au marché est quand même assez long, mais une fois qu'on a nos clients, ils sont quand même plutôt fidèles. Et là, on est en train de diversifier notre gamme et on va lancer des biscuits avec notre farine de drèche et également avec de la bière artisanale à l'intérieur. Oui, on va y venir. Mais cette farine, elle donne un goût un peu différent aux recettes. C'est quoi ses caractéristiques? C'est une farine qui est riche en protéines, riche en fibres, avec très peu de gluten. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est d'en mettre un tiers de cette farine-là avec d'autres farines. Et ça apporte également un goût de céréales en bouche, voire de caramel selon les drèches qu'on peut récupérer auprès des brasseurs. Et donc, vous avez eu cette idée de créer un nouveau produit. Donc, ce sont des biscuits, c'est des biscuits sucrés? C'est des biscuits sucrés, tout à fait, oui. En fait, on a beaucoup de concurrents qui sont beaucoup sur des crackers apéritifs. Et nous, vu qu'on s'oriente sur la massification de la collecte et donc sur la transformation en farine, la farine est beaucoup utilisée en pâtisserie. Du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de partir sur des biscuits sucrés. C'est quoi vos circuits de distribution aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais beaucoup de ventes directes et puis je suis en train de travailler avec des épiceries fines de proximité pour me faire référencer. Je vise vraiment ce lien avec le consommateur parce que pour moi, c'est un peu l'avenir et c'est la plus-value de notre modèle. Plutôt que de faire que du volume et d'aller voir de la grande distribution. En fait, Quand vous dites lien avec le consommateur, c'est quoi? C'est l'idée de communauté qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises qui se créent dans le secteur de l'économie circulaire. C'est déjà la communauté, mais c'est aussi le fait de savoir d'où ça vient. D'où vient le produit, de comment c'est fait, quels sont nos engagements sociétaux derrière. Et pour que le consommateur s'y retrouve également, on souhaite mettre en place une traçabilité avec l'origine de la bière. Donc on pourrait manger et consommer sa bière en même temps. Oui, effectivement. L'idée, c'est de ne pas faire circuler ces drèches pendant des centaines et des centaines de kilomètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, pour l'instant, vous êtes basé à Paris, c'est ça? Enfin, en région parisienne. Si vous vous développez à l'avenir, vous voulez quoi? Avoir une installation région par région Ça serait l'idée de mailler un peu le territoire français dans les grandes agglomérations, parce que c'est là où se créent aujourd'hui les brasseries artisanales. Et aujourd'hui, les brasseurs, ceux qui ont des solutions pour traiter ces drèches, les envoient en compostage ou méthanisation. Mais comme vous le dites, ça fait plusieurs centaines de kilomètres, alors que nous, vraiment, notre objectif, c'est de relocaliser la transformation et la valorisation au cœur des villes. Ils ont un petit goût de bière, ces biscuits? Vous goûterez plus tard, mais en tout cas, ils ont une texture qui est totalement différente en bouche, qui est assez fondante et qui va vous apporter qui va vous faire voyager. J'ai envie de goûter très très vite et donc c'est la fin de cette émission. Il est temps de la conclure. Merci beaucoup Benoît. Merci. Sicilien, bon vent aux drêcheurs urbains. Voilà, fin de ce numéro de Smart Impact. À très vite sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.